Elle avait qualifié Samir Kuntar, un terroriste du Hezbollah, de martyr. Hiba Izbek a finalement été autorisé par la Cour suprême à se présenter dans les rangs de la liste arabe unie pour ses 3e élections. La députée arabe israélienne a d'ailleurs salué cette décision en allant soutenir le chef de la branche nord du Front islamique, le Cheikh Raed Salah, qui vient d'écoper de plus de 2 ans de prison ferme pour incitation à la haine et au terrorisme. Un terrorisme qui a frappé en fin de semaine dernière, dont 2 fois à Jérusalem. Depuis, les tensions se sont calmées, mais pour combien de temps encore? Le Hamas, lui, promet une accalmie aux Égyptiens, mais ne tient plus parole une fois que la délégation est de retour au Caire. Nous sommes allés au contact des unités de police qui doivent gérer des matchs de football tout en étant prêts à faire face à ces menaces d'attaque. Des unités de police en France, cette fois, qui doivent faire face désormais à 106 cas possibles de radicalisation. Nous en parlerons avec l'ancien patron de l'antiterrorisme. Nouvelle édition de Défense, c'est parti. Bonsoir, c'est Nicole. Bonsoir Mathias. Alors j'en parlais à l'instant, la violence qui se poursuit dans le sud du pays avec des nouvelles roquettes, des nouveaux obus de mortier qui ont été tirés depuis la bande de Gaza vers Israël. Mais il n'y a pas évidemment que le Hamas qui menace Israël. Vous allez nous dire pourquoi Mahmoud Abbas, lui, prend aussi l'exemple sur les organisations terroristes. Exactement, Mathias, ce regain de violence il se poursuit. Donc vous l'avez dit, que ce soit en Cisjordanie, mais aussi dans la bande de Gaza. Dans la soirée mardi soir, eh bien, 3 obus de mortier ont été tirés en direction du sud d'Israël. L'un d'entre eux a atterri dans un terrain vague. Aucun blessé ni dégâts. Et les 2 autres n'ont pas traversé la frontière et sont tombés dans la bande de Gaza. En Cisjordanie, on a également vu des heurts qui opposent des jeunes Palestiniens aux soldats israéliens. Et ces Palestiniens, en effet, ils répondent à l'appel du Fatah, le parti de Mahmoud Abbas, qui distribue des prospectus, des flyers pour appeler et motiver les jeunes Palestiniens à descendre dans la rue. Ça rappelle un petit peu les méthodes utilisées par le Hamas dans la bande de Gaza, mais cette fois, c'est le Fatah qui l'utilise en Cisjordanie. Vous allez voir un exemple de ce flyer qui est distribué. On voit donc un jeune Palestinien facilement reconnaissable avec un t-shirt sur lequel on voit un drapeau palestinien. On reconnaît la ville de Jérusalem et le mont du Temple, l'esplanade des mosquées en fond. Et ce jeune Palestinien est cagoulé et dans sa main, on voit une bouteille d'explosifs prête donc à être lancée. Il y a écrit en arabe et en hébreu: l'accord du siècle ne passera pas. L'appel à manifester n'est donc absolument pas pacifique, mais c'est bien un appel à la violence qui est donc fait par le Fatah, le parti de Mahmoud Abbas. Et au même moment, pendant qu'on parle de regain de violence, il y a cette hypothétique thèse d'élimination ciblée avancée par les Israéliens. Exactement, on sait que les éliminations ciblées, c'est très utilisé par l'armée israélienne. On sait que ça fonctionne également, même si cela implique généralement du côté des Palestiniens une flambée de violence. Mais ces éliminations ont vraiment un effet dissuasif à moyen ou à long terme. On peut citer par exemple dans le passé l'exemple d'Ahmed Jabari, chef militaire du Hamas, ou récemment, au mois de novembre, l'exemple de Baha Abu al-Atta, le chef terroriste du djihad islamique, qui avait donc été éliminé il y a quelques mois par Tsahal. En début de semaine d'ailleurs, lors d'une réunion qui s'est passée dans la bande de Gaza avec des responsables palestiniens et égyptiens, le chef du Hamas n'était pas là, une absence qui peut peut-être s'expliquer peut-être par crainte d'une opération ciblée justement par l'armée israélienne. Et de son côté, Benjamin Netanyahou continue de mettre en garde justement l'organisation terroriste. Regardez. Nous préparons des surprises et je ne dis pas ça comme ça. Je vous le dis en tant que Premier ministre. Je ne suis pas pressé de faire des guerres, mais nous préparons le Hamas à la surprise de sa vie s'il n'arrête pas de lancer des roquettes, mais aussi des ballons. Ce n'est qu'une question de temps avant de lancer cette surprise. Merci Océane. Nicole, attention toutefois, du côté israélien, généralement, on agit et ensuite on parle après. C'est la nouvelle stratégie, visiblement, la nouvelle politique en 2020. Merci Océane, Nicole. On change d'univers, direction le nord du pays. C'est là que nous allons retrouver une délégation d'experts sécuritaires et de policiers brésiliens prise en charge en Israël justement par l'un des maîtres mondiaux de Krav Maga. Un sujet tourné pour Défense par Maure-Hélène et Daniel Bock. Les exportations israéliennes gagnent en popularité en Amérique du Sud, en particulier au Brésil. Israël et le Brésil sont des partenaires commerciaux depuis les années 50 et dans les années 60, le commerce s'est élargi pour inclure du matériel militaire comme des hélicoptères et des systèmes de radiobroyage utilisés par l'armée brésilienne.
Mais Israël a vendu des savoir-faire au Brésil dans plusieurs domaines, particulièrement dans le domaine de l'agriculture et de la technologie. Et maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui peut être ajouté à la liste. Kobe Lichtenstein est une figure israélienne du Krav Maga au Brésil. Il est considéré comme l'un des meilleurs dans son domaine. Au cours des 30 dernières années, il a enseigné le Krav Maga dans toute l'Amérique du Sud. Au Brésil, je les ai tous entraînés. Des unités spéciales de commando pour les Jeux Olympiques, l'unité des forces présidentielles, des unités de l'armée et de la police. Ces connaissances sauvent des vies. Elles sont utilisées par des unités spéciales en charge du terrorisme et du crime. Les habitants l'utilisent pour se défendre. Le Krav Maga m'a beaucoup aidé en termes de gain de confiance. Avoir confiance dans les techniques du Krav Maga, avoir confiance en moi, que je serai capable de me défendre et de défendre les autres. Kobe enseigne la crème de la crème au Brésil et aujourd'hui, en tant qu'Israélien qui y vit, il est très conscient des relations entre les deux pays. Dans le domaine de la sécurité, je sais qu'il y a beaucoup de coopération entre les pays. Je connais les unités personnelles de sécurité civile et officielle qui sont venues ici en Israël pour suivre des cours. Certaines des unités de police au Brésil utilisent des armes israéliennes comme le Galil, qui a été acheté en Israël. Et il y a beaucoup d'équipements que le gouvernement brésilien a achetés à Israël. Surtout récemment, depuis que le gouvernement a changé, ils ont développé des liens beaucoup plus amicaux en Israël et se montrent beaucoup plus favorables à Israël. Aujourd'hui, nous avons un président pro-israélien et toute la relation a changé. A Polícia Militar do Distrito Federal teve oportunidade de fazer alguns cursos já em Israel. La police militaire du district fédéral de la capitale a eu l'occasion de suivre des cours en Israël. Renseignements, contre-espionnage, techniques de police. Nous avons donc un lien fort avec Israël. Je n'étais pas venu auparavant, mais plusieurs responsables de la police militaire ont eu l'occasion de venir ici en Israël pour se renseigner sur les techniques et la technologie. Israël possède la meilleure technologie au monde en termes d'équipement et de technique. Lors de sa visite en Israël l'année dernière, le président Jair Bolsonaro a signé un accord de plusieurs millions de dollars avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. L'accord comprenait des domaines de la défense, de la sécurité intérieure, de l'aviation, des sciences et technologies, de la santé et de la cyber. Les relations entre Israël et le Brésil continuent de s'améliorer. Nous en parlions en début d'émission. Nous avons voulu savoir comment les forces de police à Jérusalem gèrent une rencontre au sommet de première division de football quelques jours après plusieurs attaques terroristes. Une doctrine sécuritaire propre à Jérusalem, vous allez le voir, où toutes les unités sont mises à contribution. Regardez ce sujet que j'ai tourné avec Maël Benoliel. 17h30, aux abords du stade de football du Beitar Jérusalem. 3 heures avant le coup d'envoi du match contre le Maccabi Haïfa. Un match au sommet de la première division israélienne. Il y a beaucoup plus de policiers que de supporters, de toutes les unités, des patrouilles aux unités motorisées, en passant par les gardes frontières et les unités de maintien de l'ordre, les Yassam, sans oublier la police montée. Une rencontre placée à très haut risque, niveau d'alerte maximale, car elle intervient quelques jours après des attaques terroristes, dont 2 à Jérusalem. Tout se met progressivement en place, à l'extérieur comme à l'intérieur, ici, sur ces images, l'un des derniers briefings des stadiers et des policiers. Alors le chef des lieux, le commandant Ronen, a tout prévu. Il a surtout pensé au scénario du pire. Comme vous le voyez, afin d'empêcher qu'une voiture fonce dans la foule et fasse un attentat, nous avons fermé les 2 sens de cette route. Depuis quelle heure ? 18 heures. Donc, vous le voyez, les préparatifs de la police qui a arrêté la circulation, nous ne permettons à aucune voiture de se rapprocher des abords du stade. Au fur et à mesure que les minutes défilent, de plus en plus de supporters arrivent. Ce qui nous surprend, c'est qu'aucun d'entre eux ne semble perturbé par la situation sécuritaire, en particulier ici, dans la capitale. Mes amis et moi, et je suis certain que c'est le cas de la plupart des Israéliens, se sentent en sécurité, que ce soit à Jérusalem ou dans d'autres endroits en Israël. Nous ne laisserons pas les actes de terreur nous dicter la marche à suivre. Il y a des attaques terroristes de partout. Il faut être attentif, ne pas aller dans des endroits dangereux et il faut faire confiance aux forces de police et à l'armée. Une expérience et un savoir-faire de la police à Jérusalem, acquise malgré elle, à cause des vagues d'attentats. Ronen ne prend aucun risque et prend le temps qu'il faut pour rappeler les élémentaires à ses hommes et femmes déployés sur le terrain. Tout va bien, Tal ?
Écoute, eu égard à tout ce qu'il s'est passé la semaine dernière, on vous a briefé. Soyez plus attentifs, soyez prêtes et une discipline opérationnelle. Je sais qu'il fait froid, mais il faut absolument être attentif. C'est un moment décisif. Regardez dans tous les sens. La raison aussi pour laquelle il y a autant de policiers, c'est parce que le stade Teddy Kollek de Jérusalem est situé dans une zone dite sensible. Derrière nous, ce sont les quartiers de Beth Safafa et Sharfat, deux quartiers arabes de Jérusalem. Et donc sur le plan sécuritaire, nous avons derrière nous les unités d'élite Yassam, des patrouilles, tout un dispositif des gardes frontières dont le but est d'empêcher une attaque au cœur de la foule. Nous n'avons pas de menace spécifique qui pèse sur ce match. Mais si on suit de près les dernières attaques, on s'est préparé à tous les scénarios et nous avons des forces visibles et invisibles déployées ici. Une doctrine sécuritaire unique au stade de Jérusalem. Une sorte de puzzle où le commandant choisit les forces à sa disposition en fonction de menaces. Car un peu plus au sud, à quelques kilomètres, on retrouve les villes de Bethléem et surtout Hébron, l'un des bastions du Hamas. Ronen et l'un des officiers préparent alors un plan pour éviter des débordements entre supporters. Faire arriver en marche arrière les bus des fans du Maccabi Haïfa. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. On l'a loupé. Il ne s'est pas arrêté. Regarde. Attendez, attendez. Quelques secondes plus tard, dans les faits, voilà comment ça se passe. Un véritable balai. Car en plus des troubles à l'ordre public, il faut s'assurer qu'aucune voiture ou qu'aucun civil suspect ou armé ne s'approche de ses supporters. Il y a même une patrouille déployée sur le pont pour avoir une vue d'ensemble. Toutes les forces sont alors appelées en renfort, quitte à bloquer tous les accès à ce carrefour. Ces policiers, en clair, ne prennent aucun risque. Ces supporters de Haïfa, on ne traduira pas ces chants vulgaires, sont alors pris en charge par les policiers pour éviter les débordements. Car de l'autre côté, le noyau dur des fans du Bétar, la Familia, veut en découdre. Une quarantaine de personnes, surveillées de près par les policiers du Yassam. À toutes les unités, un groupe de la Familia se dirige vers les entrées ouest. Soyez prêts, soyez forts, évitez tout affrontement. 18h45, à 1h du coup d'envoi. L'heure à laquelle le commandant Ronen pénètre à l'intérieur de l'enceinte. Nous le suivons jusqu'au bord du terrain. Dizaines de milliers de supporters sont donc désormais à l'intérieur de l'enceinte du stade de Teddy de Jérusalem. Et pourtant, le travail de la police ne fait que commencer. Il le sera terminé lorsque ces dizaines de milliers de personnes seront entrées sains et saufs chez eux ce soir. Je ne peux commencer à respirer que lorsque je suis en chemin vers chez moi. Vers quelle heure? Vers 23h, après la fin du match. En attendant, dans le poste de contrôle visuel du stade, tout est scruté au peigne fin. Les faits et gestes des supporters, des deux clubs d'ailleurs, mais également les points d'accès extérieurs. Plusieurs dizaines de caméras de surveillance en temps réel. Un savoir-faire qui intéresse les policiers du monde entier. Il y a une vraie coopération entre toutes les unités de la police, des gardes frontières, des unités de contre-terrorisme qui travaillent sans cesse pour comprendre et tirer les leçons des attaques terroristes, comme celle perpétrée la semaine dernière à Jérusalem. C'est un exemple de ce que nous savons faire en termes de sécurisation d'un stade de football. 20h15, le match commence. Au même moment, les supporters de Haïfa allument des fumigènes qu'ils n'avaient pourtant pas le droit d'introduire. Les policiers agissent alors en quelques secondes et vont chercher les responsables dans les tribunes. Aucun autre incident n'aura lieu pendant les 90 minutes de jeu. Car force est de constater que les forces de sécurité sont aussi déployées en nombre à l'intérieur du stade, y compris armées de fusils d'assaut. Quant au score, presque anecdotique. Victoire 2-0 du Bétar Jérusalem. Et nous sommes ici donc dans l'enceinte de Teddy du stade de Bétar Jérusalem pour parler justement, et nous en profitons de cette occasion pour parler avec le porte-parole international de la police israélienne. On a l'habitude de le recevoir sur le plateau, Mickey Rosenfeld. Bonjour, bonsoir, merci de nous recevoir ici. J'aimerais parler avec vous de ce qui s'est passé la semaine dernière, de ces attentats. D'abord, est-ce que vous saviez qu'il y aurait une vague d'attentats? Est-ce que vous aviez des informations concrètes auparavant?
Nous n'avons reçu aucun avertissement préalable sur l'éventualité d'attaques terroristes à Jérusalem. Et en ce qui nous concerne, la riposte de nos unités à toutes ces attaques a été immédiate. Que ce soit dans le cas des 12 soldats blessés, 11 légèrement et 1 gravement à l'ancienne gare, ou dans le second incident majeur qui a eu lieu quelques heures seulement après sur le mont du Temple, c'est-à-dire à l'intérieur des murailles de la vieille ville. C'est donc un endroit très sensible. Nos unités ont bien réagi face à ces 2 attaques. Dans le premier cas, le suspect s'est enfui et il a été capturé quelques heures plus tard. Dans le deuxième cas, et c'est une spécificité de nos unités ici à Jérusalem, nous sommes capables de gérer à la fois un incident criminel comme un attentat terroriste. Ils ont repéré le criminel, l'ont visé et abattu en quelques secondes à peine. Ce que j'aimerais, finalement, ce qui m'a attiré mon regard, c'est la manière dont le policier, lorsqu'on lui a tiré dessus, n'est pas resté fixe et a contourné complètement le terroriste pour aller avoir un meilleur angle de tir. Est-ce que c'est ce que vous apprenez à l'Académie de police, principalement en Israël? La façon dont nos unités ont réagi est exactement celle qui est appropriée dans ce genre d'attaque terroriste. Ce que nous avons vu, compris et revu sur les caméras de surveillance sur le site, c'est que nos 2 officiers, aussi bien celui de la police que celui de la police des frontières, ont maintenu un contact visuel avec l'assaillant alors que lui essayait de sortir de ce périmètre. Ils ont donc effectivement bougé un peu sur la gauche, l'ont contourné, toujours en maintenant le contact visuel avec lui. Et quand ils ont été sûrs qu'il n'y avait aucun civil innocent autour, tactiquement, ils ont ouvert le feu avec l'intention de tuer ce terroriste, car il s'agissait bien d'une question de vie ou de mort. Toutes ces tactiques sont effectivement spécifiques à la police israélienne. Les officiers de police réguliers, qui sont présents partout dans le pays en cas d'incident, sont exactement les mêmes que ceux qui géreront un attentat terroriste s'il arrive. Et leur réponse sera rapide, efficace et immédiate. La question est de savoir est-ce que nous sommes face à un épiphénomène ou alors, de manière assez surprenante, ces terroristes finalement ne sont pas repassés à l'action. On a l'impression que cette vague s'est atténuée. Est-ce que c'est ce que vous ressentez au niveau des renseignements? Quand nous avons essayé de comprendre et d'évaluer ce qui s'est passé avec ces 2 attaques terroristes en moins de 24 heures, nous manquions d'informations. Ce que nous savons, c'est que la réaction de nos unités a été rapide. Elle a été précise et correcte en tout point, aussi bien avant l'attaque qu'après, que ce soit de la part des forces de police régulières ou des forces spéciales antiterroristes du Yamam. Nous effectuons des évaluations de sécurité en permanence de manière régulière en essayant de comprendre ce qui pourrait se passer, que ce soit le week-end et notamment le vendredi sur le mont du Temple ou dans la vieille ville, qui sont des endroits très sensibles. Nos unités sont postées à la fois dans Jérusalem et autour, dans toutes les zones dites sensibles. Cet après-midi par exemple et ce soir, elles sont à toutes les stations de train, autour du tramway qui mène au centre-ville, à toutes les stations de bus aux alentours et dans toutes les zones où il y a un large public. Nous avons des unités régulières, mais aussi des agents civils, plus la police des frontières et des unités de patrouille spéciales. Et elles sont toutes prêtes à intervenir si nécessaire. Ma dernière question, Miki Rosenfeld, et essayez peut-être de ne pas être politiquement correct. Qui est-ce qui mène le jeu? Ce sont les terroristes ou ce sont les forces de sécurité israéliennes? La police israélienne a le contrôle de la sécurité et de la situation. Nous fonctionnons avec des mesures de renseignement concrètes. Quand nous avons ces renseignements concrets, nous nous rendons dans les différentes zones, comme la Judée-Samarie, dans les zones palestiniennes et dans les villes comme Jenin, Hébron et Bethléem. Nous localisons les terroristes et nous les trouvons avant qu'ils ne rentrent en Israël. C'est la première phase pendant laquelle nous sommes en contrôle complet de la situation. C'est celle où nous avons des renseignements concrets. La seconde option, qui s'est déjà réalisée des centaines de fois, c'est quand nos unités doivent réagir alors que nous n'avons pas de renseignements concrets et qu'il faut faire face à une attaque terroriste sporadique. Là, notre réaction doit être très rapide et adaptée au niveau de la menace, qu'il s'agisse d'une attaque à l'arme automatique, d'une attaque au couteau ou d'une attaque à la voiture bélier. Ce qui est le plus important, c'est que tous nos officiers, hommes ou femmes,
de la police régulière comme de la police des frontières aient tous le même entraînement, les mêmes réflexes et se concentrent sur le fait d'éviter des attaques terroristes et de réagir le plus rapidement possible à toute attaque terroriste qui pourrait se produire. Dans la rue, dans un complexe sportif, dans un immeuble, où que ce soit et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, 7 jours sur 7. Merci, Miki Rosenfeld, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Nouveau cas de suspecté de radicalisation dans la police française. Une policière risque la révocation pour avoir notamment posté des propos anti-Israël et pro-Hamas. 2 gardiens de la paix stagiaires sont concernés aussi pour radicalisation islamiste. Charlotte Hauser, vous êtes notre correspondante à Paris. Vous avez les détails. Il est reproché à cette policière du Raincy dans le 93, âgée d'environ 40 ans, des posts publiés sur son compte Facebook entre 2014 et 2015. Dans ces derniers, elle montrait qu'elle était très hostile à Israël, aux États-Unis, mais aussi à la politique de la France au Proche-Orient. Elle exprimait en revanche beaucoup de sympathie à l'égard des Palestiniens, mais ce qui pose problème, c'est son soutien affiché au Hamas et également à une manifestation pro-palestinienne organisée à Paris et interdite par la préfecture de police. L'un des 2 gardiens de la paix stagiaire, âgé de 33 ans, aurait lui tenu des propos ambigus sur Mohamed Merah, le terroriste de Toulouse, et également sur l'attentat du Bataclan. Le second gardien de la paix stagiaire, âgé de 26 ans, aurait lui réalisé des canulars morbides pour piéger ses collègues avec des simulacres d'égorgement. Il aurait également tenu des propos hostiles à l'égard des militaires français et américains. Un de ses collègues assure également qu'il lui a montré une vidéo de propagande djihadiste. Alors ces signalements, Mathias, interviennent près de 4 mois après l'attaque de la préfecture de police de Paris qui a été commise par un employé administratif. Depuis, le gouvernement français assure tout faire pour exclure de ses services toute personne qui présenterait un risque. Aujourd'hui, selon le ministère français de l'Intérieur, 106 cas suspects de policiers soupçonnés de radicalisation sont suivis. Merci Charlotte. Roger Marion, ancien patron de l'antiterrorisme en France et une longue carrière au sein de la police. Première question, bonjour, tout d'abord, bonsoir. Est-ce que vous êtes surpris par ce qui vient d'être annoncé par notre correspondante à Paris, ces nouveaux cas de radicalisation au sein des forces de police françaises? Le chiffre, disons malheureusement, a augmenté. Mais ce qui montre que le criblage a été fait après cette action à la préfecture de police de Paris. Mais le problème, c'est que dans la fonction publique, il y a des questions statutaires. Disons qu'on ne peut pas discriminer comme ça ou dénoncer quelqu'un qui a un comportement suspect, notamment son voisin de bureau ou son camarade dans une équipe. Vous voyez, le problème, c'est de discerner le comportement et dans le comportement d'observer la déviance, c'est-à-dire ce qui pousse au radicalisme et à l'engagement. Bon, là, dans les cas qui viennent d'être évoqués, tout cela s'est exprimé dans les réseaux sociaux ou dans des attitudes ou dans des propos, dans des commentaires, disons dans le milieu professionnel. Mais alors Roger Marion, est-ce que les autorités en question, la police, les gendarmeries, les renseignements également, la DGSI, ont les moyens légaux pour s'auto-surveiller? Oui, il y a les moyens au niveau déjà du recrutement, n'est-ce pas? Puisque vous observez que parmi les 3 personnes, il y a deux stagiaires et une personne qui est titulaire. Donc les mesures disciplinaires ne sont pas les mêmes. Ensuite, il y a, indépendamment du recrutement, il y a bien évidemment des tests psychologiques, des entretiens qui sont faits. Et puis, bien évidemment, il y a le criblage selon les services où doit être affecté le fonctionnaire. Bon, il ne faut pas ignorer que dans les services de renseignement, dans les services spécialisés, il y a, disons, une
au plan professionnel et au plan de la moralité, il y a des exigences qui sont particulières, et pourtant, notamment pour les personnels qui seront amenés à travailler dans un service qui est couvert par le secret défense. Et pourtant, Roger Marion, il y a une sorte d'omerta sur ces affaires, c'est-à-dire qu'on a l'impression quand même que dans le passé, elles ont été étouffées. C'est pas qu'elles ont été étouffées, c'est que il y a une difficulté dans la procédure disciplinaire. Il faut qu'il y ait un écrit, il faut qu'il y ait des signalements, il faut qu'il y ait des faits caractéristiques de la commission d'une faute professionnelle. Que ce soit une faute à la déontologie ou à l'obligation de réserve. Et donc tout cela doit être écrit. On est dans une procédure écrite et les instances disciplinaires sont des instances paritaires également. Et ces instances paritaires, elles donnent un avis à l'autorité administrative qui, elle, peut prononcer et elle propose une sanction et c'est l'autorité administrative qui prononce la sanction. Donc on est un peu, comme je le disais au début de mon propos, on est tenu par, dans la fonction publique par le statut de la fonction publique, le statut qui est propre au corps de la police nationale. En quelques secondes, Roger Marion, parce que le temps qui nous est compté et il nous est imparti est quasiment terminé, est-ce qu'il ne faut pas changer de fusible dans ce cas-là? Est-ce qu'il ne faut pas changer de règle pour aller beaucoup plus vite? Changer les règles, c'est assez long et assez difficile, mais je pense qu'il faut être beaucoup plus rigoureux sur les règles qui existent actuellement et qui, comme on le voit, ont quand même abouti à l'identification de quelques personnes radicalisées. Mais c'est un peu le même problème que pour les auteurs des actions terroristes. Comme il est très difficile de détecter le passage à l'acte, il est aussi très difficile, même dans un milieu professionnel spécialisé, de détecter une déviance vers la radicalisation. Merci beaucoup, Roger Marion, ancien patron de l'antiterrorisme en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans l'émission Défense. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Bonne semaine à tous sur Étoile News.